Nous entamons donc notre 4e session du programme d'aujourd'hui. Il s'agit d'une séance parrainée par les laboratoires Cooper Pharma, présentée par le professeur Nawal Ansari. Madame le professeur Ansari est chef de service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition du CHU de Marrakech. Elle est responsable du centre de pédagogie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Madame le professeur Ansari porte un intérêt particulier à l'éducation thérapeutique, d'où sa conférence qui traite de la relation soignant-soigné dans le cadre de la maladie chronique. Et sur les pistes pour développer cette relation, Madame le professeur Ansari, à vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Leïla pour ta présentation. Merci à tous. Je suis contente d'être parmi vous, de revoir mes maîtres, mes collègues et mes amis. Je remercie Cooper Pharma pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette thématique. Qui va un peu nous changer de ce qu'on a vu ou ce qui a été vu dans le congrès, ce qu'on a l'habitude de voir à propos des médicaments, des molécules chimiques et de la technologie. Donc on va revenir un peu à l'essence de la médecine et de la relation médicale et à la communication entre le soignant et le soigné. Ici, je vais cibler le public de médecin, médical, parce qu'on est médecin, mais cette relation dont je vais parler, disons qu'elle couvre aussi le côté paramédical ou tout ce qui apporte de l'aide aux patients. Inch'Allah, les objectifs seront de réfléchir ensemble, parce que souvent je vais avoir besoin de votre avis et de vous poser quelques questions. À propos de... Oui. Très bien. Alors, à propos de la relation de soins, le vécu de chacun, on va se poser des questions et échanger là-dessus. Et puis, à partir de là, on va voir quelle est l'importance que ça prend dans la vie médicale et à nous tous. Et enfin, comment est-ce qu'on peut, même aujourd'hui, en étant des spécialistes, s'améliorer et développer ce côté dans notre formation personnelle, ce côté communicationnel qui est essentiel, si vous êtes bien d'accord, évidemment. Alors, je vais parler un peu des fondamentaux et je vous raconte une histoire cette semaine qui nous est arrivée au service pour vous mettre un accent sur ce que je dis. Donc, une histoire réelle. Donc, ce lundi matin, en allant vers l'hôpital, il était 8h30 du matin, j'étais en route vers le staff et je reçois un appel d'un collègue, d'un professeur émérite de chirurgie à 8h30, vous imaginez. Ya Rabbi Salama, quand on reçoit des appels. Alors, en fait, mon collègue était en colère parce que la patiente qu'il devait opérer pour une tumeur endocrine n'était pas descendue au bloc parce qu'elle avait quitté la veille et cette patiente était hospitalisée chez nous au service. Donc, il m'a dit: Madame, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est pas normal. Nous, notre plage horaire est restée vide. On a perdu un patient à faire. Et donc, comment vous voulez qu'on remplace par quelqu'un un lundi matin? Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, j'ai dit: attendez, je prends note, je ne vais pas m'excuser, d'accord? Je ne m'excuse pas, je prends note, je reviens vers vous. Donc, en fait, quand j'ai vu l'équipe de garde, Oussama et les autres collègues qui étaient de garde, ils me disent: Madame, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe chirurgicale est montée la veille pour annoncer qu'il y aurait un risque
d'enlever un organe noble qui était adjacent à la tumeur et que la malade devait signer le consentement immédiatement. Ça a été fait la veille d'une chirurgie pour une malade qui était là pendant une semaine. Une malade qui a rencontré les chirurgiens plusieurs fois, à qui le sang a été demandé, à qui on a prescrit des choses pour la chirurgie, et personne n'a expliqué le risque. Donc finalement, un problème de communication, une non-communication aussi importante, elle a eu l'impact de faire quoi? De la faire fuir. Imaginez, à l'hôpital, on ne sort pas un dimanche. Donc elle est sortie. Elle a pris la fuite, contre avis médical. Elle a pris ses affaires un dimanche soir. Et du coup, donc c'est ici ce que vous voyez, c'est la relation équipe soignante, soignée. Walakine, elle a retenti sur quelle relation? D'équipe. Mon collègue, sur le coup, il n'avait personne et donc il a. Où est le problème? C'est ça le problème. Donc, un problème de communication, vous imaginez comme cet exemple, je pense qu'il doit y en avoir des centaines ou des milliers ou je ne sais pas combien chaque jour et qui vont entraver la prise en charge des patients. C'est ça la conséquence de ce manque d'intérêt porté à la communication. À partir de là, nous allons faire juste un petit rappel de ce qu'est une communication. Maintenant, donc, je parle avec une certaine intention et vous décodez ce que je dis. Vous allez faire un feedback interne ou vous pouvez aussi faire un feedback verbal. Et moi, je m'exprime par la voix, par le geste et par le vocal aussi, la manière dont je parle. Mon ton peut être fort, comme ça. Mon ton peut être clair, faible. Et donc, il y a une communication qui s'instaure, qui est liée au verbal, vocal et non verbal. Et ça, c'est l'essence même de toute communication qui va régir tout ce qui se passe entre les êtres humains. Et après, il y a l'intention. Il y a niant. Ce que j'ai envie de faire passer comme message, ce que j'ai envie que vous compreniez, mais l'autre, il a envie peut-être de comprendre autre chose. Et dévie vos paroles, peut-être qu'il a envie de les interpréter autrement. Donc, entre ce qu'il entend et ce qu'il interprète, et moi, ce que je dis et ce que j'ai envie de dire, qu'il y a un monde. Et ça peut arriver avec un seul mot. Qui peut me donner un exemple? Un mot qui peut être interprété différemment. Masha'Allah, bravo. Masha'Allah, الحمد ديال la contemplation ou masha'Allah ديال la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le mot qu'on utilise toujours, ouais, merci. Ça peut être un merci de gratitude. Merci. Ou ça peut être un merci pour tout, mais tu n'as servi à rien. Donc, vous voyez, donc un mot, je ne parle pas d'une phrase, mais d'un mot. Alors, tout ça, ça va dépendre de quoi le sens qu'on va donner. Le ton, la mimique. C'est-à-dire la gestuelle, la mimique et beaucoup de choses. Et donc, c'est un tout et c'est très complexe. On a envie de poser ça, la relation. Soignant, soigner. Nous et les malades. À votre avis, dans la vraie vie, qui est le principal émetteur et le principal récepteur dans une telle relation? Classiquement, c'est qui? Qui émet? Est-ce que c'est plus le médecin? C'est plus
le médecin, est-ce que c'est comme ça que ça devrait être ou non, ou c'est comme ça que ça devrait être? Je ne critique pas, c'est juste une question. Qui peut me dire ce qu'il en pense? Est-ce que nous, en tant que médecins, dans notre rôle médical, on est censé être ceux qui apportons l'information et donc la communication? Oui. En fait, c'est... Hein? On a de la science médicale. Alors, on a de la science médicale. Oui, on est censé communiquer, mais je dirais que c'est vrai dans un type de relation médicale. Il y a la relation, maintenant, tu vas chez un médecin pour une angine ou pour un problème rapide, où là, le médecin, il est plus donneur d'informations, où il va être prescripteur, il va vous dire Auracilline, c'est un comprimé matin, un soir, vous prenez 7 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand sujet de discussion. Maintenant, si on parle de la relation de soins entre un médecin et un malade dans le cadre d'une maladie chronique comme le diabète ou là dans l'obésité, c'est pas vrai. Le médecin devrait autant être récepteur, n'est-ce pas, que parler. Parce qu'il devrait remonter des choses du malade. Il a besoin de savoir ce que le malade va lui dire. Et lui, tu as dit de la science médicale, ou arrêter la science médicale, mais pour faire sa science médicale, l'approche centrée, sous la base. Par exemple, un diabétique. Comment il vit, là où il vit, quels moyens il peut, voilà, quelles sont ses barrières, ses leviers, parce que ces informations, j'en ai besoin pour ma prise en charge. Ce n'est pas pour passer du temps, ce n'est pas pour discuter, ce n'est pas juste pour dire que j'écoute. Mais en fait, ce sont des informations qui vont servir à mettre en place des choses effectives. Donc c'est ça, le déséquilibre qu'il peut y avoir dans une relation de soins, dans un volet de prise en charge chronique, où le médecin reste dans sa position de émetteur. Mais qui se mèche bzaf. Nous, on a beaucoup de savoir. Et nous, en tant que médecins, il y a plein d'études qui ont montré que le temps d'écoute, il est très court. Il est de quelques 2 minutes ou même pas. C'est le maximum de tolérance à l'écoute. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on a appris à ne pas écouter et à plus à dire. Et des fois, nous, on se retient de parler. Même en tant qu'enseignant, des fois, on a envie de dire à des étudiants des choses. Alors qu'il faut que lui, il te rende l'information. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Alors, maintenant, il y a le soignant, le soigné, ou la relation, pas le couple. Dans un couple, il y a le mari, il y a la femme, il y a la relation. C'est une troisième entité. L'alaqa, buhda. Et puis, il y a les 2 personnes. On va s'intéresser en premier aux malades. Vous voyez de la fleur d'émotion. Essayez d'identifier des choses que peuvent ressentir les patients habituellement dans un système de soins. Je ne dis pas que c'est forcément à l'hôpital ou là dans un cabinet ou quelque part de précis. En général, en soins. Comment, les émotions que vous pouvez... Hein? Erreur? Terreur, oui. Elle dit la malade qui a quitté, certainement, elle était terrorisée. Effectivement, c'est plus que la peur, c'est la terreur. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a plein de choses. L'amour, non, je pense qu'il n'y a pas autant d'amour que ça. Il y a plus l'acceptation, c'est ce qu'on espère. L'objectif d'Yanna, c'est que le malade accepte la maladie.
il y a la colère. Il y a la colère. Les malades, ils ont peur, ils ont la terreur, ils ont l'incompréhension. La tristesse, les malades hospitalisés sont tristes, ils ont les regards, ils regardent le sol, ils sont tristes. Quand on les voit, ils sont tristes, ils ne sont pas gais d'être là. Je ne vais pas dire où est le médecin, il peut être en colère contre le système, il peut venir en colère de chez lui. Donc vous comprenez, chacun a son environnement émotionnel. Et puis à la rencontre des deux. Alors vous savez que ça c'est un point très important, que le cerveau émotionnel, qui est représenté par l'amygdale et l'hippocampe, emmagasine toutes les émotions. Non seulement ça, mais c'est-à-dire qu'il enregistre aussi tout ce qui cause ces émotions. Par exemple, un bruit. Marrakech, on a eu le tremblement de terre. Nous, on avait un bruit. Avec le bruit qui fait, je vais le faire d'abord, pendant plus d'une minute. Alors maintenant, quand il y a un camion qui passe, au service, qu'est-ce qu'il y a alors que le monsieur il passe avec le truc pour nettoyer le sol. Parce que le bruit qui a causé notre peur et on a quitté les maisons, il est là avec la peur. Il est dans l'amygdale. Les malades, ils sont dans un état émotionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Les patients vont être, en entrant à l'hôpital ou là, à votre cabinet, en voyant l'assistante ou là, ça peut être aussi une odeur, c'est-à-dire l'odeur du soin. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus l'éther. Et avant, quand on était étudiant, l'alcool ou après, il y a le bloc, les odeurs du bloc, de la scie. Les odeurs, les bruits conditionnent le patient, qui est dans une certaine bulle. Il est dans sa bulle. Et des fois, on se dit, on ne le comprend pas. Qu'est-ce qu'il a mêlé? Mais lui, il a peur parce qu'il est empreint de ce sentiment, parce qu'il l'a vécu et il est en lui. Et donc, c'est à nous, les soignants, d'être, compatibles avec cet état émotionnel et d'en prendre compte. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est juste pour vous montrer que l'émotionnel est définitivement matérialisé par l'IRM fonctionnel. On fait l'IRM fonctionnel et on sait qu'est-ce qui s'allume, qu'est-ce qui s'active comme réseau lorsqu'il y a maintenant une peur. Lorsqu'il y a la peur ou lorsqu'il y a la tristesse, il y a des neurones qui s'activent. Et maintenant, l'IRM et la radiologie a matérialisé et mis le point sur les émotions et on peut le voir et on peut l'étudier. Et donc, à partir de là, la dernière idée que je vais vous dire sur ça, c'est que le malade, et ça il faut qu'on le comprenne, il va créer des émotions à lui, la créalité, c'est-à-dire que la malade qui est partie le dimanche, peut-être qu'elle se voyait en train de mourir ou là qu'elle a cru qu'on allait l'obliger de force et lui enlever son organe noble et qu'elle est conditionnée dans cet état émotionnel. Alors les malades sont dans cette situation. Et vous n'y êtes pas, parce que c'est leur monde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les comprendre? C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
ben, il faut prendre conscience de ça, au moins. Juste savoir que ce malade que tu trouves un peu, entre guillemets, nerveux, il est conditionné, il est dans une bulle émotionnelle d'yelo, qui est la peur. Parce que même si on est en diabéto-endocrino, on annonce les maladies graves, les carcinomes, les tumeurs graves, on annonce des amputations, on a des mauvaises nouvelles à donner, les gens, ils ont peur. Ce n'est pas toujours une prescription de routine, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des éléments essentiels. Et il y a la conscientisation du fait que le patient, il est dans un monde et que moi, je dois, moi, faire un effort vers lui parce que c'est moi qui ai fait le serment d'Hippocrate, c'est pas lui. Ça, il faut qu'on le pense et il faut qu'on le vive kahal devant un malade. Il faut qu'on s'en souvienne. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, et puis nous, qui sommes-nous dans cette blouse blanche? C'est-à-dire que, en tant que soignant, est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on est prêt à être dans cette relation d'aide? Est-ce qu'on n'est pas dans le regret de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à aider? Est-ce que nous, on sait reconnaître nos émotions? Des fois, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, mais est-ce qu'on sait identifier qu'est-ce qui nous a fait mal? Qui ou quoi? Est-ce qu'on est vraiment connecté avec nous-mêmes? Parce que si on n'est pas connecté avec nous-mêmes, on ne peut pas l'être avec quelqu'un d'autre dans une relation d'aide qui est la relation soignant-soigné. Comment tu veux aider et que tu es mal? Et quand tu vas avoir une relation avec le malade, en étant conscient de ce que tu es, comment tu vas ajuster cette relation? À quel niveau de distance? Est-ce que c'est un malade que tu vas écouter et il va te raconter son état émotionnel et ses problèmes et tu vas en prendre compte? Ou bien c'est quelque chose qu'on va repousser pour se protéger nous-mêmes? Parce qu'on a déjà beaucoup de choses, on a sur les épaules plein de choses, chacun. C'est-à-dire, c'est un espace qui n'est pas seulement un espace physique, n'est-ce pas? C'est un espace comment? Émotionnel. C'est un espace émotionnel. Il y a de la proximité que je vais donner à la relation. Ça, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Et à votre avis, est-ce que vous pensez qu'on doit vivre les émotions avec les malades ou pas? Qui dit oui, lève le bras. Est-ce qu'il faut se laisser toucher? أستاذ الغربي بمقدار بقياس. Pour ceux qui, on doit écarter le côté émotionnel du malade et garder le côté médical seulement pour gérer les problèmes des patients. Qui? Donc il y a beaucoup plus qui sont dans cette dynamique empathique d'accepter l'autre. أستاذ الغربي عطانا القياس هو la proxémie هو المقدار. Ça veut dire qu'on doit créer une distance énergétique
physique, une distance qui nous permet d'accepter d'être touché par le malade sans le prendre sur soi, sans pleurer, sans partir malade chez soi, sans craquer. L'inverse serait la froideur. On est dans une relation de soins chronique. Un malade, tu dois le connaître. Et puis, il doit trouver en toi une personne qui l'écoute pour le guider dans le soin. Et donc, accepter d'accueillir ce qui se passe. Accepter d'accueillir ça chez le patient. Et accepter que ça impacte ton propre émotionnel. Qu'est-ce que ça va causer? Ça va nous remonter des choses en nous, des blessures, parce que nous aussi, on a des blessures. Chacun de nous ici a des blessures. Abandon, rejet, injustice, humiliation. Mais qu'il y a un degré plus ou moins élevé de ces blessures. Et des fois, la relation dans le soin, elle vous remet à la surface. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir mal face à un malade parce que ça vous rappelle l'histoire proche? Une histoire proche d'un parent ou pas? À ce moment-là, il faut accepter de vivre ça. Mais il faut le réaliser. Il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'accumuler. Il faut le réaliser que cette histoire, elle me fait encore du mal. Que je souffre encore de ce problème, que je souffre encore de la mort de mon père ou de ma mère, et que j'accepte. Et puis ce qui est très bien, c'est d'aller en parler à quelqu'un. Et pour nous, c'est d'avoir une personne ressource en tant que soignant. Je connais de la personne ressource, ça peut être le mari, une amie, un ami, quelqu'un qui prend nos émotions qu'on a ressenties. D'accord? Ce sont des émotions qu'on a reconnues et qu'on a ressenties. Comment, d'après vous, on peut faire du bien à cet espace thérapeutique? Je vous mets ici quelques conseils. Être prêt, proche, parce qu'il y a une proxémie physique du malade, pas crispé, pas au-dessus de lui. C'est important de ne pas être au-dessus, d'être assis au même niveau du patient, d'échanger, d'être relâché. Comment? Être en conscience de l'écouter, et ça c'est important. Une écoute active, une écoute qui ne soit pas juste je suis là pour t'écouter, et bon, 10 minutes sont passées, je suis là pour régler ton problème. Et là, on fait intervenir. Qu'est-ce qu'on fait intervenir? L'intention. Il y a niya. En fait, il y a sidq, d'être avec le moment en pleine conscience, conscient de régler le problème du malade. Je suis là pour toi, et on bloque tout ce qui se passe autour de nous. On a beaucoup de téléphones qui voudront sonner, plein de choses à faire. On se réserve et on bloque le temps pour vous, parce qu'on est là pour vous. Et ça, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle les ressources qu'on peut avoir entre les patients, que ce soit en cabinet ou là à l'hôpital, des moments de méditation personnelle. Ici, dans pédagogie médicale, on voit bien que pour être dans une relation de communication et de soins, il faut des activités de découverte de soi. C'est ce qu'on a vu et ce dont on a parlé. Et l'OMS en parle, que le bien-être médical et le fait de se connaître soi-même est essentiel à la relation de soins. Les gens qui sont mal dans leur vie, mal dans la peau, auront du mal à accompagner les patients. Et à partir de ce moment-là, n'importe qui, chacun de nous peut vivre ça, c'est-à-dire faire des mouvements de cohérence cardiaque, des mouvements respiratoires, vivre la pleine conscience, des moments de détente. Ça peut être khulwat, salat, c'est un meilleur moment, c'est-à-dire que chaque moment qui te ressource et qui te donne de l'énergie entre les patients,
en étant par contre conscient de ce moment-là, qui ne soit pas le moment dans une routine. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que vous avez retenu jusque-là que la relation de soins, ce qu'on veut donner au malade, comment on veut l'aider, va dépendre aussi de la connaissance de soi-même. Et qu'il faut accepter de se poser des questions soi-même, pour se connaître soi-même, pour aller dans une relation authentique. C'est ça le terme, réel, authentique, il y a ça des cas. Et quand le malade va vous dire « Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de votre temps », vous allez lui dire « Non, ça c'est votre temps que j'ai réservé pour vous, parce que vous étiez en plein dedans dans la relation. » Alors c'est pas philosophique ce que j'ai dit, c'est les neurosciences, c'est la psychologie, c'est l'émotionnel qui est parti dans ces pistes-là qui sont importantes dans la relation de soins chroniques. Et nous avons autant de situations de communication pour la maladie chronique, l'annonce du diabète, comme j'ai dit tout à l'heure, annoncer une amputation, expliquer les traitements, mettre le malade à l'insuline, annoncer les décès, ça nous arrive. Et cette communication va représenter le cœur et l'état d'art de la médecine. Regardez, aujourd'hui, les collègues ont tous la même science. Google est partout. Les revues médicales sont ouvertes, la connaissance médicale dont tu parlais, tout le monde est là. On va se différencier de l'intelligence artificielle. À ce moment-là, un robot peut prendre en charge un humain, n'attendre la data et les symptômes, et puis il me fait une prescription. Donc, quelle est la valeur humaine ajoutée si je ne suis pas dans une relation solide, dans une communication? Alors, ce qu'on appelle la famille de situations, vous mettez les différentes situations de communication, c'est-à-dire on communique avec le patient, mais aussi avec sa famille. La famille, elle peut être calme, ça peut être une famille qui aide, ça peut être une famille perturbatrice, ça peut être une famille catastrophique, ça peut être un malade particulier, ça peut être un enfant, une femme enceinte, un sujet âgé. Donc, on a autant de situations de communication auxquelles il faut s'adapter. Mawaqif. Illimité. Et donc, on doit se comporter en tant que médecin sage. Quelle est la traduction en arabe? ومن أوتي الحكمة خيرا كثيرا لأن الحكيم هو الطبيب. الحكيم هذاك لو ديبلوم تاع جامعة قرويين أول إجازة في الطب كان كيتعتبر حكيم. الحكيم qui est sage par ses décisions, par sa maîtrise et وكيشهدوا عليها الجميع. On n'a plus ça, mais on va avoir des compétences. Et les compétences vont couvrir un certain nombre de ces valeurs qui étaient il y a longtemps dans le métier médical. Alors, l'accueil, on pense que c'est banal. J'ai combien de temps? J'ai dépassé. شحال باقي ليا؟ عطيوني اللي عطيتيوني ما تنشوفش. Alors l'accueil, c'est tellement passionnant, professeur, que on vous donne encore 5 minutes. 5 minutes. L'accueil n'est pas banal. Bien, l'accueil n'est pas banal. L'accueil se joue. La première minute, il y a beaucoup de choses qui se jouent. La première rencontre, comment je l'ai accueilli. L'accueil, on peut le rater. On ne peut pas le rattraper. L'accueil du malade, c'est un moment de communication. C'est un acte médical. Alors des fois, c'est vrai, on est occupé. Téléphone. On fait la mutuelle. On est dispersé et le malade est déjà assis. On a un peu raté l'accueil.
Le malade fait très attention. Il ne fait que ça. Vous contemplez, vous regardez faire l'accueil. Alors, j'insiste sur l'accueil. L'écoute active. L'écoute active. Le malade, quand il parle, il faut l'écouter. Mais si l'écouter parce qu'on est proche, avec intérêt. Et comment il sait, lui, que tu l'écoutes? Parce que tu le fixes les yeux, ou tu es intéressé, peut-être que tu notes ce qu'il dit. Parce que s'il dit n'est pas important, tu ne vas pas le noter. Tu lui montres que tu l'écoutes. Tu fais un geste de la tête. Tu ne prends pas le téléphone. Tu ne lui tournes pas le dos. Tu es ouvert, tu es dirigé vers lui. Et ça, c'est une écoute active, elle est essentielle. La question que je lui parle au malade, que je lui pose, quand je veux avoir des informations, ce n'est pas des questions fermées, l'irrégulier fait oui ou non. Non. Par exemple, si je lui dis, est-ce que tout va bien pour votre diabète, régulier oui ou non. Ça, c'est une question qui bloque, fermée. Par contre, je vais lui dire, comment ça se passe? Racontez-moi, dites-moi. Ce sont des questions ouvertes et en fonction des situations, on peut verbaliser d'autres questions ouvertes. Alors, ce qui se passe en diabétologie, c'est que les médecins, souvent, ils sont dans le jugement. Tu n'as pas bien fait ce que je t'ai dit, je ne suis pas content de toi. Et ça, c'est une relation de paternalisme. Je ne suis pas content, je ne suis pas fier de toi. Ça, ce n'est pas à faire. Ou bien le contraire. Un geste d'insuline, c'est bête comme tout, c'est facile. Même les enfants qui ont 5 ans, ils le font, c'est facile. Pourquoi vous trouvez que c'est difficile? Ça s'appelle la banalisation. La banalisation. Il ne faut pas, parce que c'est lui qui fait l'injection, c'est dur pour lui. On considère qu'on ne peut pas juger que c'est facile. On ne peut pas être ironique. Et l'ironie, tout ce que j'ai ressorti ici, et puis la liste, elle n'est pas fermée, sont des choses essentielles. Quand on connaît le malade, on connaît son projet. Et ça, c'est essentiel en diabétologie. Le malade, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Une dame âgée, peut-être que son rêve, c'est d'aller à la Mecque. Donc le rêve, c'est lui qui va permettre l'équilibre glycémique, parce que c'est ça le levier. Madame, on va travailler sur ça. Et vous la motivez dans ce sens-là. Ça peut être jouer avec ses petits-enfants, ou là se faire opérer d'une cataracte pour s'occuper de sa famille ou de ses enfants, etc. etc. Chacun, il a son propre projet et il faut absolument tenir compte de ça. Donc, je fais quelles sont les choses qui peuvent être banales dans un entretien, dans une communication, dans une relation médicale, ou qui sont essentielles aux soins. Alors, je m'arrête, je continue. La communication Alors, interprofessionnel, mon collègue ce matin, le lundi matin, il était un peu dur avec moi. Il était dans le jugement. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe chez vous qui a fait que la malade... Donc, même avec nos collègues, il faut choisir les mots. Le choix des mots est très important. Le choix du temps, du mot, quand même. Donc, ça, c'est important entre professionnels, entre médecins, médecins infirmiers, scientifiques, diététiciens, etc. Maintenant, ça, on l'a fait à Marrakech. C'est le palmier des compétences qui a été pris. On ne l'a pas inventé. Il a été pris de là, de ça, du CanMed, des compétences canadiennes. Au Canada, tous les collèges et les facultés de médecine le Canada mettent pour tout médecin ses compétences. L'expertise, la communication, la collaboration, l'érudition, le leadership, promotion de santé et professionnalisme qu'on a retravaillé, plutôt Dr Sbani Maana, qu'elle a publié. Et
qu'on essayera de mettre en œuvre, surtout avec la réforme, pour mettre l'accent sur les power skills, sur les soft skills, sur cette communication qui est essentielle. Alors que, il agit de la réalité, on se limite dans le système classique actuel à l'expertise. Il y a diabétologie, endocrinologie, les tumeurs, les recommandations, et on est au top ici, au top. Et là, on est très faible. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on n'a pas été formé à ça. Et comment on va se former à ça? Est-ce qu'il est encore temps de se former à ça? On peut se former dans la formation continue parce que le système n'est pas un système canadien. Je veux dire, en France, ils n'ont pas ça non plus. Ça, c'est le Canada et les gens qui ont adopté les compétences médicales comme une approche pédagogique. L'observation, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, dans les CHE, on est observé par les résidents, par les étudiants, par les externes, par les internes. Ça, c'est important. Le modèle, scientifiquement, c'est prouvé. Quelqu'un qui t'observe tout le temps, sans le vouloir, il devient comme toi. C'est l'effet miroir et c'est inconscient. Alors, il va mettre en place des choses pour parler comme toi, pour avoir les mêmes attitudes, mais inconsciemment, il va te ressembler. Donc là, on est obligé d'être présent en tant qu'enseignant, faire de la présence enseignante, de regarder par le malade, par l'apprenant, par l'externe. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le modeling, c'est le modèle de rôle qu'on peut avoir. Et bien sûr, il y a la formation, il y a tout ce qui peut être développé. Malheureusement, les 5 minutes. Ça fait un âge, j'ai fini. Il y a des recommandations de la HAS et d'autres sur tout ce qui peut être mis en place. Il y a une littérature qui démontre ça. Donc, le centre de simulation, toutes les facultés de médecine actuellement, Agadir, Tanja, les centres de simulation qui peuvent déployer des jeux de rôle et nous-mêmes à cette étape de formation continue. Aujourd'hui, puisque nous tous pratiquement on est entre là et là, on peut continuer à apprendre dans la relation de soins, cette relation qui nous emmène à l'éducation thérapeutique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la base, il y a la relation avant d'aller à l'éducation thérapeutique. Et je pense que tout le monde... Merci, professeur Ansari, pour cette présentation brillante. Nous sommes obligés d'enchaîner avec les communications orales. Les questions plus tard. Questions après? On peut